Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique. Z sur 7, bienvenue dans votre podcast quotidien. Nous sommes aujourd'hui le 1er novembre. Et votre podcast du jour est animé par Béatrice Marlier. Bonjour, ravie de vous retrouver aujourd'hui. Débutons avec les sujets du jour. L'emploi belge est en régression. Bernard Keppen dresse le diagnostic d'une économie enrhumée. L'industrie a bénéficié de la reprise après Covid, mais puis on a eu un essoufflement assez marqué de l'activité. Et si pour votre dernier voyage, vous privilégiez le vélo, c'est possible avec la Corbicyclette. En dehors de l'aspect mobilité douce, il y a aussi notre souhait de réintégrer le convoi funéraire, donc le fait que la famille suive le défunt. À suivre également le point sur la prochaine élection américaine, ainsi que sur la bonne forme de son économie. Pour conclure, Itinera applique la coupe de Pythagore à la dette belge. Restez bien avec nous. Z sur 7, c'est parti. Z sur 7 à la une. Voici une nouvelle peu encourageante pour l'économie belge. L'emploi global a reculé au deuxième trimestre par rapport au premier, selon les chiffres de la Banque nationale que l'Echo a consultés. D'un côté, les faillites atteignent des sommets, tandis que la création d'emplois est en recul. Une contraction d'une telle ampleur n'avait plus été observée depuis la crise du Covid, et avant cela, il fallait remonter jusqu'en 2013. Bernard Keppen est Chief Economist pour CBC. On sait très bien qu'on est sorti de la période Covid avec des situations un peu particulières parce que pas mal d'entreprises avaient été aidées par les gouvernements. On est à la fin de ces aides. Le deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises ont accumulé la hausse des prix énergétiques, la hausse de l'indexation des salaires, la hausse des coûts des transports, des matières premières de façon générale. Et dernier point qu'il faut bien ne pas oublier, qui est vraiment fondamental pour moi, c'est aussi la hausse des taux d'intérêt qui ne se répercute que seulement maintenant dans un certain nombre d'entreprises. Tout cela s'inscrit dans un contexte de croissance très faible depuis 1 an et demi partout en Europe, y compris chez nous, où elle n'a atteint que 0,2% au troisième trimestre. Un secteur est particulièrement touché, l'industrie, en récession depuis presque 2 ans et frappée par une vague de restructuration. En 1 an, la Belgique a ainsi perdu 10 000 emplois dans ce secteur. L'industrie a bénéficié de la reprise après Covid, mais puis on a eu un essoufflement assez marqué de l'activité. Et puis il y a certains secteurs en particulier qui touchent la Belgique, c'est le secteur automobile. On a eu aussi des licenciements massifs avec Van Hool. On a évidemment Audi qui est en train de se profiler février 2025. D'autres secteurs sont également affectés, notamment la construction, l'horeca et le commerce. Après les difficultés rencontrées par Esprit, les magasins de chaussures Bristol et les enseignes de prêt-à-porter Cassis et Paprika, c'est maintenant au tour de la chaîne de décoration Casa d'annoncer ce mercredi une demande de réorganisation judiciaire en raison de problèmes financiers. Bernard Keppen. Alors très clairement, la crise Covid a bouleversé le marché du commerce et on a vraiment l'e-commerce qui a pris un poids considérable. Et puis il y a des démarches qui sont totalement différentes de la part des consommateurs aujourd'hui qui ont une démarche plus de proximité. Et donc ils vont délaisser plutôt les grandes surfaces ou en tout cas des structures plus internationales. Z sur 7 à la une. À l'approche des élections américaines, l'Europe se trouve dans une position précaire, marquée par le déclin de son influence mondiale et de profondes divisions entre États membres. La montée des partis d'extrême droite pro-Trump dans plusieurs pays européens en est un signe notable. Quelle que soit l'issue du scrutin de mardi prochain, l'Union européenne devra composer avec un partenaire dont les relations sont désormais fragilisées. Écoutez Jérémy Dieudonné, docteur en relations internationales à l'UCL. Harris va continuer les politiques entamées par Joe Biden. Harris a la perspective assez traditionnelle aux États-Unis de dire que les États-Unis doivent être les leaders sur la scène mondiale et donc va continuer toute une série de partenariats. Il n'y a pas beaucoup de chances qu'Harris se retire vraiment de l'Europe. C'est plus un pivot qui va s'engager vers l'Asie-Pacifique où elle va privilégier sans doute des relations avec l'Asie-Pacifique, mais sans pour autant complètement négliger l'Europe non plus. Si Donald Trump l'emporte,
il pourrait redéfinir en profondeur les relations transatlantiques. On sait que le milliardaire juge les contributions de l'Europe à l'OTAN insuffisantes. Il a également menacé d'instaurer de nouveaux droits de douane de 10 à 20% sur divers produits européens. Si effectivement on a des droits de douane, ça va impacter fortement l'économie européenne. Après avoir éventuellement la réaction des Européens qui pourraient se tourner soit vers d'autres partenaires, mais le marché américain est très très important pour les entreprises européennes, donc ça serait compliqué, soit développer son autonomie stratégique, quelque chose dont on parle déjà depuis un moment, notamment von der Leyen et Macron ont beaucoup insisté là-dessus. L'autonomie européenne se construit tardivement. Trump a affirmé à plusieurs reprises que s'il est réélu, il s'efforcera de résoudre le conflit entre la Russie et l'Ukraine sans toutefois en préciser les modalités. L'ancien président a également menacé à plusieurs reprises de cesser l'aide financière américaine. L'Europe pourrait ainsi se retrouver encore plus isolée. Très clairement, l'Europe ne pourrait pas faire ça toute seule. L'Europe est un fournisseur majeur dans l'effort à l'Ukraine, mais les États-Unis sont de très loin les premiers fournisseurs d'armes. Et donc l'Europe, bien sûr, pourrait augmenter ses fournitures, aussi bien d'armes qu'au niveau économique, mais rien de comparable à ce que les Américains peuvent produire et fournir. Un retour de Trump à la présidence pourrait également compliquer la tâche des États membres dans l'élaboration du prochain budget européen. Z sur 7 à la une. Insolite pour terminer. Entrepreneur général de pompes funèbres, Cédric Van Orenbeek utilise une corbicyclette pour transporter les cercueils jusqu'au cimetière ou crématorium. Ce moyen de transport plus lent et écologique offre une alternative unique pour des funérailles empreintes de sérénité et de respect de l'environnement. En dehors de l'aspect mobilité douce, il y a aussi notre souhait de réintégrer le convoi funéraire, donc le fait que la famille suive le défunt jusqu'au crématorium ou le cimetière dans l'organisation des funérailles, donc pour réintégrer ce cérémonial comme faisant partie intégrante des funérailles. L'entreprise de Cédric, Eternia, préconise également l'utilisation de cercueils alternatifs en mettant l'accent sur une démarche éthique dans le choix des matériaux et des fournisseurs. L'idée est de proposer des cercueils dans des matériaux alternatifs et locaux. Donc par exemple le carton, le bois type peuplier, bouleau, pin, et aussi des matériaux comme l'osier pour faire des cercueils tressés. Et ce sont des cercueils qui sont en alternative locale par rapport aux cercueils qui sont habituellement commercialisés chez les grossistes et qui sont importés de l'étranger. Eternia opère sous la forme d'une société coopérative rassemblant plusieurs centaines de clients devenus membres pour quelques dizaines d'euros. Ce capital contribue à la pérennité de l'entreprise dans un secteur en pleine consolidation. On assiste depuis une dizaine d'années, mais plus particulièrement depuis ces 5 dernières années, à une concentration du marché funéraire et des pompes funèbres au sein de gros groupes. Notre différence, c'est notre volonté probablement de proposer quelque chose de différent, d'accompagner personnellement chaque famille, là où dans les groupes funéraires, bien souvent les familles sont confrontées à 3-4 intermédiaires, une qui va constituer le dossier, une deuxième qui va faire les faire-part, une troisième qui va faire la cérémonie, puis quelqu'un qui va assurer le suivi derrière. Moi, j'ai à cœur d'assister personnellement chaque famille du début à la fin. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Chaque jour, un expert boursier vous propose une analyse de l'économie internationale. Aujourd'hui, nous sommes rejoints par Vincent Juvins de JP Morgan. Restons aux États-Unis où l'économie américaine semble en bonne santé. Plusieurs éléments soutiennent cette dynamique. Oui, en effet, quel que soit le prochain locataire de la Maison-Blanche, c'est vrai qu'il va hériter d'une économie qui tourne à plein rendement. Alors, les clés de ce succès américain, elles sont multiples. Donc, tout d'abord, rappelons que la croissance cette semaine a été publiée à 2,8%. Alors, c'est légèrement moins qu'attendu, on était 2,9% et légèrement moins qu'au deuxième trimestre, on avait 3%. Néanmoins, une économie américaine qui croît toujours au-delà de son potentiel. Voici les détails.
Tout d'abord, la consommation. Il faut le savoir, la consommation, aujourd'hui, c'est 68% du PIB américain. Les Américains sont toujours les champions du monde pour dépenser de l'argent qu'ils n'ont pas à des choses dont ils n'ont pas besoin. Et ils le font évidemment super bien dans un 4e trimestre qui arrive, avec fête d'Halloween, fête de on en parlera dans un instant. Mais 68% du PIB, c'est consommation. Cette consommation était en hausse de 3,7% le trimestre dernier. Donc on voit qu'indépendamment des taux élevés, indépendamment des questions qu'on pouvait avoir sur le marché de l'emploi cet été, cette consommation tient et c'est ce qui fait évidemment la vigueur de l'économie américaine. Pas uniquement d'ailleurs, on a eu très bons chiffres notamment sur les services en Europe. Rappelez-vous, cet été, Jeux Olympiques en France, beaucoup d'Américains étaient venus également consommer chez nous. Autre élément, investissement des entreprises en hausse de 1,6% le trimestre dernier. C'est ce qui nous manque aussi en Europe. Les entreprises américaines continuent à investir. Je l'entendais dans vos sujets précédents, notamment dans l'IA et ainsi de suite. C'est un vecteur de croissance. Troisièmement, à l'heure où certains pays se préparent à une cure d'austérité en Europe, on a un gouvernement américain qui encore continue à dépenser et au dernier trimestre notamment a dépensé massivement en investissement en défense puisque les dépenses de défense ont augmenté de 14,9%. On n'avait plus vu ça depuis 4 ans. Donc une économie qui vraiment bénéficie de différents moteurs de croissance aujourd'hui. L'économie en mouvement. Le think tank Itinéra dévoile les tendances du moment sur le marché du travail et en économie. L'endettement peut être une bénédiction s'il est utilisé avec modération. Cependant, en Belgique, la dette ressemble à la coupe de Pythagore, comme l'affirme Jean Hendrix du think tank Itinéra. Première question, quel est le rapport entre la dette et la coupe de Pythagore ? Le rapport entre la dette publique et la coupe de Pythagore, c'est la cupidité humaine. La coupe de Pythagore, attribuée au grand mathématicien grec Pythagore il y a plus de 2000 ans, a été conçue pour partager un verre entre amis, mais de façon équitable. Une coupe de Pythagore est un verre qui force son utilisateur à le remplir avec modération. Ce verre permet à l'utilisateur de le remplir jusqu'à un certain niveau. Si l'utilisateur remplit le verre jusqu'à ce niveau, il peut boire normalement. Mais s'il le remplit au-delà de ce niveau, la coupe déverse la totalité de son contenu par le bas. C'est pourquoi les Grecs l'appellent aussi dikea koupa, ou la coupe à boire équitablement. Le rapport avec notre endettement est assez clair. L'endettement est un bienfait tant qu'il est utilisé avec modération. La règle d'or de Maastricht, avec un déficit de 3%, vise à limiter le risque de surendettement, en assurant une convergence des taux d'endettement de long terme autour du seuil de 60% du PIB, pour autant que la croissance nominale du PIB soit de 5%. Aujourd'hui, le Danemark a un taux d'endettement de 50% de son PIB, soit 2 fois moins que la Belgique, dont le taux d'endettement est largement supérieur à 100% de son PIB, et est projeté pour un horizon de 2029 à atteindre le seuil de 120% de son PIB à politique inchangée. Deuxième question. Que faut-il faire pour revenir sur une trajectoire soutenable ? Eh bien, ici, je m'inspirerai du grand écrivain Ernest Hemingway. Dans son roman « Le soleil se lève aussi », publié il y a plus d'1 siècle, il nous rapporte cet échange entre 2 personnes. L'une lui demande « Comment es-tu tombé en faillite ?» et l'autre lui répond « Lentement et ensuite brutalement ». Je trouve que cet échange reflète notre problème social tant vis-à-vis de la dette que le climat. La situation se détériore lentement sans que vraiment on ne juge utile d'agir et puis soudainement tout bascule. C'est en fait un symptôme commun à nombre d'accoutumances, dont celle à l'alcool pour laquelle Hemingway était victime. La véritable question est donc de savoir comment se débarrasser de cette mauvaise habitude de surconsommer par rapport à nos revenus, à savoir la dette publique, ou par rapport aux limites planétaires, à savoir la détérioration de notre environnement et des ressources naturelles. Ma réponse serait de faire le chemin inverse, si possible, à savoir commencer par une thérapie de choc pour réduire rapidement notre endettement sous un certain seuil, et ensuite se tenir à une politique graduelle de baisse progressive de notre endettement, et de la même manière pour le climat. Troisième question. C'est plus facile à dire qu'à faire, non ? C'est en effet plus facile à dire qu'à faire, car les 2 parties de la solution présentée ont chacune un défaut politique majeur. Pour ce qui concerne la thérapie de choc, qui vise une baisse rapide et brutale de la dette, elle a déjà été menée par le passé, au travers des politiques d'austérité, dont la Suède a initié en 2006 la plus grande politique d'austérité d'Europe, et les Royaumes-Unis ensuite par les Tories,
avec au final une sanction politique populiste qui a débouché notamment sur le référendum du Brexit en 2016. Ce lien entre austérité et populisme est très bien documenté dans le dernier livre de Martin Wolf, économiste influent auprès du Financial Times. Le livre est intitulé « Crisis of Democracy and Capitalism ». Pour ce qui concerne la deuxième partie de la solution, à savoir une approche plus graduelle pour ensuite baisser progressivement et de façon constante notre endettement, c'est aussi très délicat politiquement, car il exige un engagement politique sur le long terme. On se fixe une trajectoire et on s'y tient. Cette politique est difficilement acceptable en démocratie, puisqu'elle consiste à imposer une règle à laquelle la démocratie du moment peut souhaiter à tout moment déroger. 4e question. C'est foutu alors ? Non, c'est pas foutu. Ce n'est pas foutu, il existe des solutions, il est utile d'être pessimiste, car sinon nous n'aurions jamais inventé les parachutes, mais c'est quand même l'optimisme qui nous a permis de concevoir l'avion au préalable. Pour notre dette, il faut analyser les causes sous-jacentes. Et la cause est connue, c'est l'explosion de nos dépenses publiques de pension. Un dossier sur lequel rien n'a jamais été fait. Ma suggestion serait de procéder à un ajustement graduel mais constant dans le temps de notre mécanisme d'indexation pour éviter que nos pensions n'augmentent trop vite par rapport à notre revenu national. Aujourd'hui, nos dépenses sociales par habitant sont de 3 000 € supérieures aux Pays-Bas. Pourtant, les taux de pauvreté sont meilleurs aux Pays-Bas que chez nous. Au niveau d'une baisse rapide de la dette, donc une thérapie de choc, je préfère la rationalisation à l'austérité aveugle. Nous devons protéger les plus fragiles et surtout, pour éviter tout risque de populisme, être attentifs aux craintes d'une perte de statut de la classe moyenne. Mais nous pouvons néanmoins rationaliser. Nous pouvons faire des économies d'échelle importantes en rationalisant nos administrations publiques et en intégrant mieux les services. J'ai montré par exemple que la Wallonie comptait 2 fois plus de mandataires politiques par habitant que la Flandre et que 80% des communes wallonnes sont sous le seuil minimal requis. La dispersion actuelle entre 5 niveaux de pouvoir dans l'organisation de soins de santé est aussi un véritable gaspillage de ressources et débouche sur des dilutions de responsabilités, notamment et principalement en matière de prévention. Merci de nous avoir écoutés. Votre épisode de demain sera consacré au livre belge. Vous retrouverez Geoffroy Wolters, Organisation de la campagne, lisez le belge. Je vous laisse en compagnie du CCB qui vous rappelle de penser à sauvegarder. À bientôt. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité. Un des éléments clés du niveau de base des Cyber Fundamentals Framework du Centre pour la cybersécurité Belgique est la réalisation de sauvegardes régulières. Les sauvegardes sont essentielles pour éviter la perte de données. Qu'il s'agisse de données d'entreprise, de fichiers personnels ou de documents importants, une sauvegarde protège contre les événements inattendus tels que les pannes de matériel, les cyberattaques ou les erreurs humaines. La conservation de sauvegardes hors ligne, par exemple sur un disque dur externe ou un autre support physique, offre une protection supplémentaire contre les menaces externes, telles que les virus et les logiciels malveillants qui peuvent également infecter les sauvegardes connectées. En effectuant des sauvegardes hors ligne, vous vous assurez de toujours disposer d'une copie sûre et récente de vos données, même si les systèmes principaux sont affectés. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité.